Mais il y a quand même des codes vachement différents de la France. Par exemple, un des trucs, je trouve encore, qui est dur à maîtriser, mais sur lequel j'ai fait quand même d'énormes progrès, c'est le fait que nous, en France, on est quand même assez cash dans notre façon de parler. On va être assez direct, on ne tourne pas autour du pot. Alors que les Anglais, c'est un cliché, mais c'est très vrai, ils enrobent les choses. C'est quoi, c'est la technique du sandwich ? Mais même pas, parce qu'ils te mettent même pas ça entre deux compliments. C'est vraiment juste, ils vont te dire quelque chose, mais tu sais pas exactement si c'est positif ou négatif. Ils veulent pas te heurter, ce qui peut être bien parce que je trouve que les relations humaines au quotidien sont beaucoup moins conflictuelles qu'elles peuvent l'être en France. Mais des fois, on sait pas trop à quoi s'y tenir. Faut vraiment apprendre à décoder ça. Il y avait des formules de politesse, on se dit ça veut clairement dire qu'en fait ils ont pas trop aimé, mais tu peux pas dire à quelqu'un it's rubbish, quoi. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Quand Mélanie Stevenson quitte sa Lorraine natale en 2009 afin de s'installer à Londres, elle pense vivre une expérience professionnelle enrichissante, perfectionner son anglais et peut-être rentrer en France avec un joli bagage sur son CV. Elle est bien loin d'imaginer que ce départ va redessiner entièrement le cours de sa vie. Londres l'accueille avec son énergie bouillonnante et son rythme effréné. Elle intègre Merci Maman, une toute petite marque de bijoux personnalisés à l'époque qui, quelques années plus tard, va connaître un succès fulgurant lorsque Kate Middleton en fera un incontournable de la mode britannique. Mais si la vie professionnelle suit son cours, l'expatriation, elle, ne se limite pas au bureau. Londres est exaltante, mais aussi déroutante. Il y a cette politesse anglaise qui semble tout enveloppée d'un voile subtil, cette façon de dire « intéressant » pour signifier pas du tout convaincant, ou encore ces conversations où l'essentiel est parfois caché entre les lignes. Mélanie apprend à jongler avec ses codes culturels, mais une question reste en suspens. Est-elle ici pour toujours, ou est-ce une étape de passage ? Vient le Brexit ? Brutal, inattendu, il remet tout en question. Et pour la première fois, Mélanie sent que sa place au Royaume-Uni n'est plus vraiment une évidence. La paperasse, l'incertitude, la peur d'être considérée comme une étrangère dans un pays où elle s'est pourtant construite. Et c'est au moment où elle pense avoir trouvé son équilibre qu'un nouvel événement va changer son quotidien. Elle tombe enceinte. Avec son compagnon John, elle décide de quitter Londres pour s'installer dans une autre ville, celle de Bristol, une ville paisible, plus adaptée à la vie de famille qu'elle envisage. Ce déménagement, loin d'être une transition en douceur, s'accompagne d'un choc inattendu. Quitter l'effervescence de la capitale, changer de repère, devenir mère, Mélanie doit une fois de plus se réinventer. Comment jongler entre les différences culturelles au quotidien ? Comment élever un enfant biculturel ? Comment se sentir chez soi quand on est toujours un peu ailleurs ? Eh bien, dans cet épisode, Mélanie nous livre quelques éléments de réponse et elle nous emmène dans son parcours semé d'embûches et de découvertes. Un parcours dans lequel chaque étape, du Brexit à la maternité, l'a poussée à redéfinir son identité. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, let's go, direction Bristol. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Stevenson, j'ai 39 ans, probablement 40 d'ici la diffusion de l'épisode. Je suis originaire d'un petit village en Lorraine, mais j'habite effectivement depuis maintenant 15 ans au Royaume-Uni. D'abord, j'ai vécu 10 ans à Londres et maintenant, on habite depuis 5 ans à Bristol. Je dis « on » parce que du coup, je vis avec mon mari qui est britannique, qui s'appelle John, pour faire dans le cliché. Et ma fille Amélie qui a 5 ans et qui est donc binationale. Et au niveau de mon métier, je suis un peu en pleine reconversion actuellement. J'ai travaillé pendant 15 ans en marketing et là, depuis quelques mois, je me suis mis freelance pour lancer The Franglish Girl, qui est une newsletter pour les Français du Royaume-Uni et de l'étranger,
où justement je partage ce que j'ai appris pendant ces 15 ans en expatriation. Et c'est une newsletter qui est super intéressante et super riche. On vous mettra un lien dans la description de cet épisode, ça vous dit de jeter un œil. Bienvenue Mélanie et merci beaucoup pour cette présentation. On a plein de choses à aborder ensemble aujourd'hui. Alors accrochez-vous. Moi, j'aime bien revenir en arrière, tu le sais, je sais que tu écoutes le podcast et partir de manière un peu chronologique. Ça fait donc une quinzaine d'années là, que tu es installée au Royaume-Uni. Tu viens de Lorraine, c'est ça, ouais. en France. À quoi ressemblait en fait ta vie avant de partir à l'étranger et est-ce que, comment est-ce que justement ce départ à l'étranger s'est dessiné à toi ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu rêvais depuis longtemps ? Ouais. Alors, j'ai grandi en Lorraine toute ma vie, toute ma famille d'ailleurs est encore là-bas. J'ai de la chance que quand je rentre en France, je peux voir tout le monde d'une traite parce qu'on est tous, tout le monde resté là-bas sinon. Enfance typique, j'ai grandi dans un petit village, donc quand même assez protégé, je vais dire, du monde extérieur. J'allais à l'école à pied depuis chez moi, vraiment un très joli petit village à Nancy. Et après, pareil, j'ai continué à faire collège, lycée dans la région, pas loin. Et puis, je suis aussi restée là. Après, ensuite, j'ai déménagé donc à Nancy, même, qui est la ville la plus grande près de chez mes parents, pour faire la classe préparatoire. Et ensuite, j'ai aussi fait mon école de commerce là, avant de partir en Angleterre, puisque je suis partie en Angleterre en 2009 quand j'étais toute jeune diplômée. Donc, jusque-là, j'étais restée en Lorraine, à part mes quelques stages à Paris, quoi. Donc, tu étais bien ancrée, tu étais bien heureuse là où tu étais. Alors, du coup, c'était quoi la place des voyages et peut-être de l'anglais aussi, qui est devenu une passion en grandissant ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu aspirais ou pas particulièrement, ça s'est juste présenté à toi ? L'anglais a vraiment commencé à prendre une place importante dans ma vie, je vais dire, à partir de la 6e où j'ai eu mes premiers cours d'anglais et je suis vraiment tombée amoureuse de cette matière, ça a toujours été ma matière préférée à l'école, même quand c'était Ah vraiment ouais ? des cours ouais, c'est drôle quand j'en parle avec des gens, ils me disent toujours: «Mais c'est tellement nul les cours en 6e où tu apprends Les des verbes listes de irréguliers. les verbes irréguliers, le vocabulaire». Mais je sais pas, moi, ça a pris instantanément et c'est un truc viscéral que je m'explique toujours pas, et d'ailleurs que je ressens toujours, des années plus tard donc je pense que c'est un truc, ouais, viscéral chez moi. J'ai toujours, ça a toujours été ma matière préférée au point où quand j'ai fait le bac, quand j'étais j'ai passé mon bac, j'ai passé mon bac avec une mention, avec pas une mention, une spécialité en anglais qui faisait que ça pesait plus lourd, dans le coefficient du bac. Après donc je suis partie en prépa, donc là où de toute façon toutes les matières sont importantes, mais il y avait beaucoup de pratiques de l'anglais, écrit et oral. Et après en école de commerce, j'ai fait une école où justement il y avait, ce qu'ils appellent le English Track, où tu avais une partie de tes cours en anglais avec donc l'idée de partir en échange, grâce à ça et peut-être plus par la suite du coup. Ce qui s'est vérifié. Et donc du coup, quand, tu as terminé, ton école pour être, sûre, de bien comprendre, ça a été, évident que c'était l'Angleterre? Parce que je veux dire, c'est quand même une langue qui est parlée, un peu partout. Est-ce que tu avais un attrait particulier pour, la Grande-Bretagne? Comment ça s'est passé? Alors moi, à la base, j'étais plus partie sur, là où tu habites. J'étais assez, fan des Les États-Unis. États-Unis? Je Ouais. pense comme beaucoup de Français, voilà, j'ai grandi en regardant, Dawson's Creek, Friends, Sex and the City, tout ça. Donc c'était un peu le rêve américain. C'est drôle dans ton épisode il y a pas longtemps avec, comment il s'appelait? Arthur. Il parlait justement qu'il y a cette fascination parce qu'on a l'impression de vivre comme un film et je pense que c'était ça aussi l'attrait pour moi. Ouais. Et donc Ça l'est pour pendant, beaucoup de monde, je pense, ouais. ouais, je pense que c'est un des attraits, principaux. Donc il y avait vraiment l'anglais, mais c'est vrai que le pays qui m'attirait à la base, c'était les États-Unis. Et d'ailleurs, quand je suis partie en échange pendant mon école de commerce, je suis partie aux États-Unis. Ah d'accord. Hem, Où ça? donc je suis partie, dans le Rhode Island, à Bristol d'ailleurs, ce OK. qui est drôle parce que maintenant Ah, j'habite c'est à marrant, ouais. Bristol, mais en Angleterre, donc qui n'a pas du tout la même D'accord. tête pour le coup. Non, bah oui, j'imagine. Hem, donc je Rhode suis Island partie qui est du coup là, entre New York et Boston, pour ceux ouais, qui ne pas situent trop pas sur loin la côte est. de voilà, exactement. Et donc je suis partie là, mais juste un semestre, donc c'était pas très, très long. Mais bon, je suis revenue et j'en avais pas eu assez et voilà, j'avais vraiment envie de retourner. Et donc j'ai essayé, hein, quand j'ai été, juste avant la fin de mes diplômes, j'ai vraiment essayé je postulais en gros pour tous les VIE, qu'il y avait à alors j'avais vraiment envie d'aller à New York
pour le coup. Donc, je postulais pour tous les VIE qui étaient dans ma branche à New York, mais c'est hyper incompétitif, donc ça n'a pas donné grand-chose. Et puis, c'est pas, tu as le VIE et en fait, c'est ça, c'est que le VIE, du coup, c'est quoi? C'est un programme européen ou C'est français? volontariat, je sais plus, je sais pas. International en entreprise. Ouais, Parce que je me demande, du coup, tu vois, si est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence parmi les étudiants ou nouveaux diplômés français ou si c'est au niveau européen? Parce que c'est un peu la voie royale pour aller travailler à l'étranger, en tout cas aux États-Unis, parce que sinon, c'est assez difficile comme d'obtenir un visa. exactement. Enfin, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. On reçoit souvent des messages à ce sujet-là. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Est-ce que je dois trouver le boulot? Est-ce que je dois trouver le visa? C'est toujours un peu compliqué. Exactement. Mais du coup, c'est pas comme ça que ça s'est fait pour toi. Non, du coup, ça ne prenait pas et au bout d'un moment, je me suis dit: «Voilà, il faut peut-être revoir mes aspirations à la baisse». Voilà, je voulais aller à New York, mais il y a d'autres endroits, effectivement, on parle anglais et il se trouve qu'à ce moment-là, une amie à moi qui était en stage de fin d'études au Canada, on lui proposait une embauche à suite à son stage et elle voulait rentrer en France pour rejoindre son copain et elle savait que moi, je cherchais. Donc elle me disait: «Je te passe l'info, il y a un poste». Donc je postule, je contacte son boss, je C'était où au postule. Canada? C'était à Ottawa, donc qui est la capitale, où j'avais eu la chance d'aller, quand j'étais en séjour, aux États-Unis. Mon meilleur ami était à Montréal. Donc j'étais allée le voir, dans mon petit bus, Greyhound à l'époque, à Montréal et j'étais allée me faire une journée à Ottawa pour voir comment était la capitale. Donc j'avais vu Ottawa. J'avais pas eu un gros coup de cœur, mais voilà, je m'étais dit: «Il y a plein de choses, à découvrir encore, et surtout le Canada est immense et c'est pas très loin des États-Unis». Donc j'ai postulé pour ce fameux job que j'ai eu, et qui avait beaucoup de déplacements aux États-Unis, donc c'était un bon compromis, entre les 2. Donc voilà, j'étais partie sur ça, contrat en poche, les billets d'avion et tout ça. Et puis en fait, 3 semaines avant le départ, là, je reçois un email me disant que le contrat est annulé parce que c'était 2009, donc c'était, cet été où il y a eu un gros début de récession et donc eux ont été touchés par ça et ils pouvaient plus se permettre de recruter, donc voilà, retour à la case départ. Comment tu as vécu cette annulation? Parce que du coup, pour toi, c'était fait, enfin, c'était complètement ficelé, comment ça s'est passé de ton Surtout que côté? j'avais l'appart et tout, donc dans ma tête, j'avais Ouais. vraiment visualisé, Ouais, il y avait pas de raison que ça marche pas, quoi. ouais. Bah, c'est drôle parce qu'avec le recul, quand je me revois vraiment la scène, je sais exactement où j'étais, le coin du canapé. Ouais, je le revois vraiment bien, quoi et je l'ai lu par email, donc je sais pas si j'ai senti le truc, mais bah, franchement, j'étais hyper déçue, mais ça m'a pas fait un effet aussi bœuf que j'aurais pensé, donc je pense qu'en fait, ça m'avait quand même aidée à vraiment me dire: «Je suis décidée et je vais partir». Parce qu'avant ça, je pense, pendant une longue période, j'ai vraiment pas su si j'allais avoir le courage de partir à l'étranger et c'est plus cette étape-là qui a été difficile à passer, à me convaincre moi-même Ouais. que la suite. Et alors à ce moment-là, donc on est en 2009, tu le disais, début de récession, crise financière. Tu rebondis quand même vachement vite, parce qu'en 2009, tu trouves, une autre, Ouais. opportunité. Comment tu peux nous expliquer? Gros coup de bol, donc à l'époque, donc moi je finissais mes études à Nancy et là on était partis avec, mon copain de l'époque voir sa famille à Grenoble et à un dîner, on se retrouve avec une amie à lui qui est aussi de la même année, scolaire que moi et qui vient également de finir son école de commerce. Une école, bien plus prestigieuse que la mienne, on dira, et qui me dit, je lui raconte du coup toutes mes péripéties et elle me dit: «Bah, est-ce que tu veux que je te donne, mes codes pour accéder aux offres d'emploi des anciens, diplômés?» Et je lui dis: «Bah, écoute, ouais, c'est hyper sympa, ça me dit bien». Parce qu'elle me disait qu'ils avaient un bon réseau de personnes implantées à l'étranger, donc ça valait le coup de regarder. Donc je regarde ça, de retour à Nancy et là, je vois une offre d'emploi pour un poste à Londres. Parce que je m'étais dit, j'avais jamais, enfin, j'avais pas trop regardé l'Angleterre, j'avoue jusque-là, mais vu tout ce qui s'était passé, je m'étais dit: «Je peux» sans faire la fine bouche, enfin non, c'est absolument extraordinaire, mais je m'étais dit: «Il faut pas que je me restreigne à un certain pays, à un certain état, il faut que je regarde n'importe». Mon but, c'était d'apprendre à être bilingue en anglais, donc je vois cette offre C'était d'emploi. ça ton objectif? C'était plus ça, plus la langue que, l'immersion culturelle ou des choses comme Ouais, ça? mais c'est vrai qu'après D'accord, forcément, on a envie bien sûr. d'aller prendre l'option optimale et de se faire un kiff aux États-Unis, quoi. Hem Et donc je postule pour ce boulot à Londres
C'était quoi ce job? Tu peux nous en dire un peu plus? Donc c'était une femme qui travaillait, qui avait monté sa boîte à Londres, qui travaillait seule et qui cherchait à recruter sa première employée pour elle avait monté une boîte de bijoux personnalisés, une jeune maman à l'époque. Et donc elle cherchait quelqu'un, elle était enceinte de son troisième enfant et elle cherchait donc quelqu'un, elle s'était dit: «Soit j'arrête, soit il faut que je recrute quelqu'un pour vraiment m'épauler, je pourrais pas faire les 2 pendant que le bébé est encore petit». Elle était française? Elle était française, ouais, mais installée en Angleterre avec sa famille et elle était de passage en France à ce moment-là, donc c'est bien parce qu'on a pu en plus faire l'entretien, en face à En face, personne? à la Ouais. gare de Dijon, qui est du coup restée depuis un truc, entre nous. Donc j'ai passé l'entretien, j'ai obtenu l'entretien et donc 1 mois et demi après, j'ai déménagé à Londres et finalement ça s'est fait comme ça. Et alors le job, c'était, on peut dire le nom de l'entreprise? Oui, ça s'appelle Merci Maman. C'est une boîte d'ailleurs qui est maintenant, très connue aussi, en France, une boîte de bijoux, gravés à la main, qui était toute petite à l'époque. Donc j'étais la première employée, mais j'y suis restée du coup pour l'anecdote 10 ans et quand je suis partie, on était plus d'une trentaine d'employés. Donc ça a vraiment pris des proportions, incroyables entre-temps. Et alors, partir, en 2009, vivre à Londres, d'un point de vue, administratif, c'est vachement plus simple, Ouais. qu'aujourd'hui, non? Ouais, ouais, j'ai eu cette grande chance qu'on faisait encore partie de l'Union européenne, donc il y avait besoin de rien, juste, sa carte d'identité et Pas de visa, non, rien du non, tout? en Ouais, tant trop bien. que c'est ça qui a simplifié les démarches par rapport aux États-Unis, c'est que voilà, on pouvait, il y avait la libre circulation des personnes, donc j'ai juste passé la frontière avec ma carte d'identité et j'avais mon contrat signé et j'étais légalement en droit de travailler sur le sol, britannique. Et tu connaissais, Londres, l'Angleterre un peu avant? J'y étais allée une fois. J'avais pas eu l'occasion de faire les voyages scolaires qu'on fait souvent au collège, Ouais. lycée. C'était une année sur 2 et moi, j'étais tombée dans l'année qui était pas Ah mince. partie alors que j'étais, grosse fanat d'anglais, donc j'avais été bien frustrée et en famille, non, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mes parents ont découvert l'Angleterre grâce à moi parce qu'ils étaient jamais venus non plus avant. Moi, j'y étais allée, peut-être 1 ou 2 ans avant en week-end avec mon copain de l'époque, et j'avais bien aimé. Mais alors j'y étais allée en novembre, il faisait assez froid, assez gris. C'était Halloween. Moi, je suis une grosse peureuse, donc je pense que c'était pas la bonne période. On avait fait plein de trucs très, très chouettes que j'ai refait depuis et que je ne vois plus du tout de la même façon. Mais après voilà, ça parle anglais et puis c'était quand même Londres, j'étais hyper excitée franchement. Ouais. Et alors, c'est quoi justement tes premiers, ressentis? Est-ce que tu déménages seule? Est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un de ta famille, tes amis qui vient, te donner, un coup de main? Tu peux me parler un peu, je sais pas, de ces premiers instants, ces premières semaines? Ouais, non, je déménage seule, donc je pars de la gare de Nancy avec, 2 énormes valises et un espèce de ma mère m'avait aidée j'avais une valise, à roulettes et l'autre pas. Elle était tellement lourde, elle m'avait fait un espèce de système, avec un truc accroché avec des élastiques, des roulettes, un truc merdique qui m'a claqué dans les pattes entre le changement entre la gare de l'Est et Oh la non! gare du Nord. C'est Super rapide. l'horreur. Et donc après l'Eurostar et arrivée, à Londres, donc je suis fait toute seule, mais j'ai de la chance, c'est que j'ai trouvé un appart avec des Français. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais, hein. Je voulais un peu éviter, les Français à la base, un truc sur lequel je suis énormément revenue d'ailleurs et en fait, j'ai pas réussi à trouver d'appart, c'était assez galère et il y a ces 2 Français, je pense il y a toujours quand même ce truc entre Français, d'essayer de se donner des coups de main à l'étranger qui m'ont du coup, acceptée dans leur coloc et qui sont en plus royalement venus me chercher à l'Eurostar. Donc ça, Ah, c'était trop très, sympa, très c'est sympa. adorable. Ouais, 2 mecs en d'accord. plus, donc ils étaient vraiment, très cool. Puis ça m'a un peu rassurée de voir que c'était pas des charlatans parce que je Ouais, bah, savais tu pas m'étonnes. trop, dans quoi je Avant de m'embarquais, quoi. rentrer, Ouais. ouais. Avant de continuer, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais. Je l'ai entendu tellement de fois, je trouve que c'est vachement important d'en parler. Je me suis installée avec des Français, mais c'était vraiment pas ce que je cherchais. Comme si c'était une honte, tu sais, de se dire: «Oh non, 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 je suis pas partie, à l'étranger, pour être avec des Français». Moi aussi, j'en suis revenue de cette explication, mais c'est pas moi l'invité aujourd'hui. J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu justement de ce ressenti. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi, justement, que ce soit peut-être pas des Français? Et qu'est-ce qui fait que tu en es revenue, aujourd'hui? Ouais, c'est vrai qu'on se dit toujours moi, quand je suis partie, j'avais signé un, CDD d'1 an. Donc je m'étais dit: «Voilà, j'ai 1 an, il faut que j'optimise» entre guillemets, cette expérience pour, améliorer mon anglais au maximum. Donc c'est vrai que je rêvais d'une coloc soit avec des natifs,
ce serait l'idéal, soit avec des anglophones, quoi. Mais c'était hyper difficile, surtout, enfin, en plus, je pense à distance où les gens t'ont pas vu et du coup, c'est quand même difficile de vivre avec quelqu'un que tu as pas rencontré. Je comprends complètement. Je pense que j'ai pas du tout eu la bonne approche à l'époque. J'aurais dû faire l'aller-retour. C'est juste que voilà, j'étais encore en mode étudiant à essayer de pas trop dépenser. Donc, Bah, bien sûr, c'est un budget, ouais. et c'était vraiment ça. C'était pour des questions d'immersion. Je pense qu'il y avait une question de fierté, un peu ce côté non, moi, je veux vraiment être dans l'immersion totale et j'ai besoin de personne, quoi. Et tu as eu tellement de chance de tomber sur ces 2 Français qui, et de une, m'ont porté cette valise merdique, jusqu'à Hammersmith et qui, en plus, m'ont fait découvrir leur Londres à eux. Après, eux se sont fait des amis, moi, je me suis fait des amis. On s'est un peu regroupés. On a même des amis d'amis, du coup, qui sont maintenant des couples. Enfin, c'est hyper drôle de voir comment tout ça ce petit monde s'est assemblé et ce qui m'a vraiment fait changer d'avis, c'est juste qu'en fait, naturellement, j'ai été amenée à rencontrer, des Français qui sont devenus du coup des amis proches parce qu'on se rapproche quand même déjà hyper facilement de Français à l'étranger parce qu'on partage des questionnements en commun. Donc c'est vrai que les amitiés se font vite. Et puis c'est vraiment maintenant, je vois vraiment avec le recul et encore plus maintenant que je sais que je ne rentre pas en Angleterre, j'ai vraiment besoin de cet ancrage français Tu à rentres pas en l'étranger. France, tu veux dire? Ouais, Pardon, maintenant que je sais que je ne rentrerai pas en France, j'ai ouais, vraiment besoin quand même d'une part de France ici et ouais. ça passe par les amis et ça fait vraiment maintenant partie vraiment des piliers de ma santé mentale. Je vois quand je suis partie, je pense qu'on en reviendra peut-être plus tard, mais quand je suis partie du coup de Londres à Ouais. Bristol, enceinte jusqu'aux dents, connaissant personne, en fait, je pense que j'avais Mmh. complètement sous-estimé le fait que j'avais beau avoir mon mari et ma fille qui allait arriver, j'ai complètement sous-estimé le fait que de se retrouver de nouveau, entre Ouais. guillemets, «isolée» et encore plus éloignée de ma culture française parce qu'en France, à Londres, il y a quand même beaucoup il y a le centre, il y a on appelle ça? L'Institut français, il y a même accès à beaucoup de choses françaises et beaucoup de gens français. Et c'est là que j'ai vraiment le contre-coup en me disant, ça, c'était quelque chose d'hyper important. Je m'en étais pas rendu compte et maintenant je suis partie. Il faut que Ouais. comment je vais recréer ça, quoi? Ouais. Non, c'est vachement, intéressant et comme tu dis, en fait, je crois que il y a une question de fierté. Je l'entends tellement souvent cette histoire de: «Oh, mais je suis quand même pas partie à l'étranger pour passer ma vie avec des Français». Mais en fait, je trouve que c'est contre-intuitif et c'est exactement ce que tu dis. Ouais, ça paraît paradoxal. Pour rester à l'étranger, je trouve que pour être plus ancré et bah, garder en fait cette connexion, ça veut pas dire que tu passes ta vie avec des Français, ça veut pas dire que tu ne connais que des Français, ça veut pas dire que tu ne t'intègres pas dans la culture dans laquelle tu es, mais en fait, c'est ce pont finalement vers ton ADN, vers tes origines, vers tes racines, qui fait aussi en fait que voilà, sur le long terme, c'est possible en fait de rester et de je sais pas, d'être en harmonie un peu en fait avec ces racines un peu compliquées, hein, finalement, parce que à mesure que le temps passe. Et je trouve que c'est important, en fait, de le redire et de décomplexer un peu les gens aussi là-dessus, qui se mettent très souvent une grande pression par rapport à ça. Voilà. Complètement. Bah, je pense il y avait vraiment une peur de louper le coche et de se dire: «Si je rate avec des Français, je risque de me complaire dedans, de pas rencontrer assez Tu te de». faisais pas confiance, en fait, là-dessus, du coup? Ouais, je pense, d'anglais et en fait, j'arrive seulement à faire la conclusion de ça maintenant avec 15 ans d'expérience parce qu'en fait, je vois très bien que ça m'a pas empêché. Au contraire, comme j'étais mieux dans ma peau et puis parce qu'il y a toujours les collègues, des amis. En fait, ça m'a permis de rencontrer, plein de gens, alors même pas forcément des Anglais, mais on a eu beaucoup d'amis australiens et néo-zélandais parce que c'était les voisins des copains français. Toutes ces choses-là, ça m'a pas empêché d'avoir des amis anglais au travail, ça m'a pas empêché d'épouser un Anglais. En fait, Ouais, avec le bah, oui. recul, je vois que ça n'a pas Comme du quoi. tout été un frein, ouais. Mais à l'époque, Ouais, c'est j'avais ça. vraiment peur que ça m'empêche de vivre, l'expérience, de vivre comme un Ouais, local, à cause de ouais. ça, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, je pense qu'on passe tous par ces questionnements-là, et c'est voilà, c'est important, ce que je trouve, de préciser que c'est pas une fin en soi et que ça ne définit fait pas forcément, en fait, la suite. Du coup, on en était donc cette première année, à Londres, 2009-2010. Il se passe, un truc, le boom, après que Kate, porte des bijoux, de, «Merci, maman», c'est à quel moment? Alors ça, c'est, 2014. Ouais, 2014. Je crois qu'elle l'a porté en 2013 et on l'a découvert sur le tard en 2014.
pour la petite anecdote, du coup, alors effectivement, Merci Maman, quand je travaillais chez Merci Maman, donc la boîte de bijoux dont on parlait tout à l'heure, on grossissait un rythme correct. Mais effectivement, ce qui nous est tombé dessus, c'est que Kate Middleton, donc la duchesse de Cambridge, comme on l'appelle ici, future reine, a porté un de nos bijoux. Pour l'anecdote, en fait, c'est sa sœur Pippa. Sa sœur Pippa était cliente qui s'est retrouvée être le hasard des choses. On avait vu un jour qu'elle avait passé commande sur notre site et on s'était dit Vous avez dû Pippa halluciner. Middleton. On a halluciné. Moi, je travaillais au service client à l'époque et donc il y avait une information manquante sur quand elle avait passé sa commande. Donc, j'avais appelé pour confirmer. J'avais dû m'enfermer dans un bureau parce que mes collègues avaient tellement la banane autour de moi. Je suis genre, non, il ne faut pas que je. Et tu Faut pas m'étonnes, que je tout me le monde merde, va donc j'avais. écouter. Ouais, donc j'ai parlé à Pippa Middleton. Mais donc à l'époque, on avait, donc ça veut dire qu'on avait dans notre base de données clients, quand Kate s'est retrouvée enceinte, on s'est permis de lui envoyer un cadeau de notre part pour elle, avec le nom du prince gravé dessus, en se disant, voilà, si vous voulez l'offrir à Kate, ça nous ferait hyper plaisir. Parce qu'en fait, les cadeaux sont refusés au Palais Royal, donc ils ne peuvent pas accepter les cadeaux. Donc, puis ils en reçoivent aussi une tonne, donc c'est vrai que pouvoir passer par sa sœur. Et on n'avait pas forcément grand espoir qu'elle le fasse. Et on n'a pas eu vent de ça d'ailleurs. Et puis, quelques mois plus tard, une amie donc de ma boss, Béatrice, envoie un texto en disant J'ai vu cette photo de paparazzi dans un magazine chez le coiffeur de Kate. Et c'était une bonne copine, donc elle avait un collier Merci Maman. Et elle dit On dirait un collier Merci Maman. Et là, on zoome les photos de paparazzi. Donc, elle sort de Zara. Et là, on zoome, on dit c'est le collier. Mais t'es dingue. Alors, il y a vraiment eu ce côté de c'est fou. Incroyable. Et en même temps, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Il faut utiliser ça intelligemment, quoi. Et donc, la nouvelle est sortie en premier dans Hello Magazine. Et en fait, après, c'est juste incroyable la portée qu'a Kate. C'est juste elle est encore. Puis à l'époque, je pense qu'elle était jeune maman, jeune mariée. Il y avait encore plus Cette aura. cette aura, quoi. Il n'y avait pas Meghan en plus, donc je pense qu'elle avait, entre guillemets, il n'y avait Le qu'une champ seule libre. princesse un peu à Ouais. l'époque, le champ libre, ouais. Et donc, en fait, après, ça a été repris de partout, cette information, et c'est devenu. Il y avait des commandes qui tombaient sur le site vraiment chaque seconde. Enfin, à l'époque, on était, je crois, 6 personnes, et c'était absolument. On a laissé tomber tout ce qu'il y avait d'autre à faire pour faire juste. Juste répondre aux On commandes, quoi. s'occupait. Bah, et les faire, en fait, ce qui se passait aussi, c'est qu'on gérait le site et tout ça, mais on faisait aussi les bijoux. Donc moi, j'étais aussi graveuse de bijoux à l'époque. J'étais vraiment multicasquette. Et donc, il y avait tellement à faire qu'on gravait 8 heures par jour parfois. Enfin, c'était vraiment incroyable. C'était du hyper excitant. Enfin, et ça a duré pendant plusieurs années comme ça. Et c'est vrai que c'était absolument dingue, dinguissime. Et puis après, ça nous a ouvert, c'est vrai que du coup, les gens entendent parler de la marque, donc ça nous a ouvert d'autres opportunités. Et c'est aussi ça qui a permis, en partie, de faire grandir la boîte jusqu'à la taille qu'elle a maintenant. Trop bien. Génial. Ouais, Et tu étais la incroyable. première employée. Bah, écoute, bravo. C'est génial. Ouais. Au final, dans cette boîte, on va revenir après sur ta vie plus personnelle, mais dans cette boîte, tu es restée 10 ans, tu nous le disais. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer comment est-ce que tu as évolué en fait, professionnellement? Comment est-ce que tes envies ont évolué aussi en fait, au cours de ces 10 années? J'imagine que tes aspirations, bon, j'essaie de changer de mot, d'évoluer, mais j'ai pas meilleur. Là, tout de suite, qui me vient à l'esprit. Comment ça s'est passé? Bah, ce qui était hyper bien, c'est comme on était une toute petite structure et que j'étais la première arrivée, c'est vrai qu'il y avait énormément à faire. Et vu que là, même avant Kate, la société grandissait plus doucement, mais à un rythme sain, bah, c'est vrai que des opportunités se présentaient. Au début, je faisais du coup traitement de commandes, répondre aux clients, beaucoup de services clients, préparer les commandes, aller les déposer. Mais après, à ça, voilà, il fallait faire connaître la marque. Donc à ça, c'est ajouter du marketing. Donc c'est là que j'utilisais peut-être plus mon diplôme, mais c'était aussi encore quand même pas mal les débuts du commerce digital, parce que maintenant, ça nous semble logique, mais c'était quand même les débuts des iPhones. Les gens n'avaient pas tous des iPhones à cette époque-là. Moi, j'ai eu mon premier iPhone, enfin smartphone en tout cas, quand je suis arrivée à Londres. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre sur le marketing digital que je ne connaissais pas moi de l'école, puisque c'était pas du tout des matières encore qui étaient prédominantes. Enseigner, ouais, bien sûr. Ouais, et donc j'ai beaucoup de choses que j'ai appris par moi-même avec plein de ressources. Il y avait énormément de ressources en ligne, donc j'ai vraiment appris tout le marketing digital comme ça, que ce soit
les supports organiques ou les supports payants. Et c'est vrai que D'accord. j'avais une flexibilité auprès de mes boss. Si je leur faisais des propositions en disant j'ai entendu parler de ça, est-ce que ça vous irait contente? Est-ce que je peux avoir un budget là-dessus? Ils me faisaient hyper confiance. Et c'est vrai que après voilà, je suis quelqu'un de sérieux, donc je faisais pas n'importe quoi. Mais voilà, s'il y avait des trucs qui marchaient pas, jamais on me jetait la pierre. C'est genre on est en mode petite structure, il faut qu'on teste des trucs. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va pas marcher. On te fait confiance. Si tu as des recos, vas-y, va à des événements. Enfin, c'était hyper bien parce que j'avais une flexibilité et une marge de manœuvre Et une incroyable place pour que j'ai d'ailleurs pas l'initiative, retrouvée la après, force de ouais. proposition, Ouais. c'est vachement précieux ça aussi. Et ça, c'était hyper. En Angleterre, ils parlent beaucoup de intrapreneurs. C'est les entrepreneurs, mais c'est pas les gérants de la boîte, mais c'est les gens qui sont en intérieur, mais qui aussi contribuent à être force de proposition et tout ça. Et ça, c'est vrai que je m'étais pas du tout, j'avais pas du tout imaginé que ce serait dans quoi le rôle évoluerait. Mais c'est vraiment quelque chose qui a bien collé à ma personnalité. Ouais. Et alors, au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu te dis: «Bon, il est temps pour moi de passer à autre chose» ou comment? Ou est-ce que tu as trouvé, autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la raison toute simple, c'est que je me suis retrouvée enceinte volontairement. Hein. C'était dans Donc le il y a un peu projet de plus de vie. 5 ans? Ouais, un peu plus de 5 ans et donc Londres, c'est quand même très, très cher et face à ça, c'est vrai qu'avec mon mari, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on loue un appart avec une chambre en plus?» Et en fait, là, on voyait tout de suite qu'on tombait dans des prix de location qui commençaient à être, ça commençait à être plus compliqué, quoi. Sachant qu'en plus, le congé maternité en Angleterre, il est pas très bien indemnisé, donc on savait Ah ouais, déjà comment qu'on ça avait se ces passe? dépenses-là. Ouais, la plupart, à moins d'avoir un contrat spécial avec, sa société, mais c'est assez rare, c'est, le gouvernement donc qui indemnise et c'est alors, faudrait que je vérifie, hein, je sais pas en plus si ça n'a pas changé depuis, mais je crois que c'était 80 de ton dernier salaire pendant 6 semaines et après tu reçois 126 livres par semaine pendant 8 ou 9 Ah oui, mois, quelque chose d'accord, comme c'est ça. vachement léger quand même. Donc faut ouais, faut s'y prendre, faut C'est pas clairement mettre aussi de pire l'argent que de les côté, États-Unis, mais c'est quand même, assez, enfin pour un pays occidental, c'est quand même pas ouf, quoi, hein? Ouais, ça suffit clairement pas pour vivre, donc il faut pouvoir, assurer ses arrières en ayant des économies. Bon, nous, on a eu la chance qu'au final, j'ai accouché, 8 semaines avant la pandémie, donc avec la pandémie, on pouvait plus dépenser d'argent, à part les basiques, quoi, donc c'est vrai que ça nous a permis au final de pas se sentir, aussi frustrés qu'on l'imaginait, mais ouais, en Angleterre, c'est pas du tout comme en France. Après, l'avantage, si c'en est un, c'est que c'est très commun en Angleterre de s'arrêter 1 an quand on a un bébé. Et ça, moi, j'ai adoré m'arrêter une année entière. C'est vrai, quand j'entendais mes amies françaises qui retournaient au travail à 3 mois, je me disais, mais ils sont tellement petits à 3 mois, ils tiennent même pas leur tête. Je trouvais ça incroyable. Mais bon, après, de toute façon, quand il y a des structures en place qui ont l'habitude de ça, je pense que mais on voit jamais de bébé de 3 mois à la crèche en Angleterre. Ah C'est ouais, très, d'accord, enfin, OK. c'est très, très rare, ouais, ouais. La plupart des femmes s'arrêtent 1 an, voire plus. Beaucoup s'arrêtent même jusqu'à l'école primaire parce que c'est le problème d'ensuite, c'est que les crèches sont absolument hors de prix et donc ça peut exclure un peu les femmes du monde du travail, ce qui est pas top du tout. C'est très fréquent aux États-Unis, que les femmes, arrêtent, de travailler et je sais pas à quel âge, on commence, la maternelle, en Angleterre, mais je sais qu'aux US, en gros, c'est les 5 premières années, quoi et du coup, ça fait des familles qui, si, les gens veulent plus d'un enfant, en fait, les enfants sont généralement très rapprochés pour, limiter, en fait, au plus, cette, période pendant laquelle c'est souvent quand même la femme qui reste, à la maison, et qui Exactement, s'occupe des c'est enfants. un peu pareil ici. D'accord, OK. Bon alors, parlons un petit peu plus perso, d'accord? Là, on a parlé, de ta carrière. Il y a une rencontre quand même qui va tout changer avec un certain John à Covent Garden que j'aimerais bien que tu me racontes. Ouais, John, donc c'est mon mari que j'ai rencontré, complètement au hasard un soir en sortant, dans un bar à Covent Garden, donc justement. Une amie à moi, australienne d'ailleurs, qui était donc une amie, d'un Français, ami de mon ancien coloc, pour refaire le lien sur le fait qu'avoir des amis français, ça n'empêche pas de se faire des amis étrangers, qui fêtait son anniversaire dans ce bar et donc il y a un jeune et beau garçon anglais qui vient me tailler la bavette et puis voilà, une soirée bien sympathique, je me dis: «Oh, ce serait marrant de fricoter avec un Anglais, tiens, c'est pas». J'ai pas Ça faisait encore combien de tiqué, temps à ce ça moment-là que tu étais en Angleterre? ça faisait, 3 ans, je crois.
Et voilà, je me dis, ouais, c'est marrant, c'est un truc sur ma bucket list que j'avais pas tiqué, quoi. Vraiment, je l'approche vraiment comme ça en me disant, ouais, ce serait marrant. En plus, c'était le début de l'été, je me dis, ah, ça pourrait être marrant. Et puis, bah voilà, 12 ans plus tard et un bébé, j'y suis encore. Je suis pas très bonne pour les one night stands, en fait. Je suis trop fleur bleue pour ça, donc je me suis vite Une embarquée grande dans autre chose. romantique. Et alors, à quel moment justement est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation? À quel moment est-ce que tu as su que c'était quelque chose de vraiment sérieux justement? Ouais, je sais pas trop, ça m'a pris longtemps, hein. Je pense que ça m'a pris très longtemps, après pour remettre dans le contexte, j'étais avec quelqu'un pendant 8 ans avant, donc je pense qu'il y avait aussi ça qui jouait plus que le côté international. Mais c'est vrai que quand s'est posé la question, d'être sérieux, dans le sens où je me disais: «Est-ce qu'il aurait pas en tête peut-être de me demander en mariage d'ici peu?» Et dans ce cas-là, il faut quand même se poser la question. C'était dans le comment on peut dire? The back of my head. Ah, j'ai horreur de quand ça m'échappe. J'avais ça dans un coin de ma Dans tête. un coin de ma tête, mais on se dit toujours: «Bon, on verra plus tard», quand je sentais que ça me pendait un peu au nez, je me suis dit: «OK, s'il faut rester en Angleterre», parce que lui ne parle pas du tout français et travaille dans des métiers où vraiment s'il peut pas parler sa langue, ce serait vraiment très problématique. Donc je savais que D'accord. rentrer en France, c'était pas vraiment une option, quoi. Et moi, c'était pas une option que je voulais, mais voilà, après il faut se poser la question dans 30 ans, quand mes parents vont vieillir ou quand j'aurai des enfants, est-ce que mes envies vont pas changer, quoi? Donc c'est plus là, je pense que je me suis, vraiment, dit, «OK, est-ce que si c'est pour la vie, c'est OK, quoi?» Et bon, et la réponse a été «oui», hein, mais ça m'a pris longtemps. On s'est fiancés, attends, je crois qu'on était depuis 5 ans ensemble, donc voilà, c'était quand même, on a pris le temps de plus que le temps de la réflexion, mais moi, il me fallait ça, quoi. Et est-ce que, en Angleterre, c'est, très anglo-saxon comme aux US, avec les codes, du dating ou pas particulièrement? Je pense, alors je sais pas exactement ce que tu as en tête, mais c'est pas exactement comme en France où, c'est marrant, j'écris un article en ce moment sur ça, donc j'ai eu un peu Ah! l'occasion de réfléchir pour la Saint-Valentin. Mais il y a le fait que, par exemple, alors je sais pas si c'est parce que moi je suis trop fleur bleue ou aussi je pense que l'époque a peut-être changé depuis, mais en France, à mon époque, ça se faisait pas trop de dater plusieurs personnes en même temps. Alors qu'en Angleterre, c'est vraiment un truc, quoi. C'est complètement, accepter que voilà, on date plusieurs personnes et ça permet de les connaître, plus en profondeur sans mauvais jeu de mots et de se décider avec qui on a peut-être envie d'aller, un peu plus loin, quoi. Donc c'est vrai que c'est le genre de truc, Et genre, vous avez la conversation sur, l'exclusivité au bout d'un moment ou? je sais plus sur les je crois qu'à un moment j'ai clarifié pour être sûre, mais on est devenus sérieux très vite, quoi. Parce que je me souviens D'accord. que son anniversaire, en gros, c'était un mois après, donc il m'a présenté ses amis chez lui et je me souviens que c'était Ouais. dans ce week-end-là qu'on avait un peu discuté, bon, bah, Ouais. tu m'as parce que c'est pareil, C'est les gens sérieux ou s'appellent pas, pas quoi? trop, bah, c'est plus ce label de girlfriend, quoi. Les gens avant ça, on s'appelle pas trop, je sais pas en France, hein, I'm si c'était seeing comme ça. someone. Ouais, c'est ça, c'est assez vague les termes et puis là, Ouais. quand il m'avait présenté, j'avais dû entendre, girlfriend, je m'étais dit: «Ah, bah, alors, c'est officiel, c'est vrai, c'est une fois que tu es girlfriend, tu es OK, tu es sûre, il y a Ouais. que moi dans le il y a que moi dans la Ouais, ouais, course là?» ouais. Non, mais c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on connaît, alors après, effectivement, peut-être que ça a évolué, en France, mais Je c'est me dis pas avec les facile. applis de rencontres et tout ça maintenant, ça doit être peut-être plus démocratisé, je sais Keep pas. your options open, c'est ça? C'est ça. Ça a été quoi pour toi les plus grands défis d'adaptation, à l'Angleterre? Je sais pas si c'est au niveau de la culture, tu nous disais aussi que tu y partais pour la langue. L'administratif était plus simplifié à l'époque, en tout cas du point de vue du visa, le reste je sais pas. Comment ça s'est passé pour toi? Oh, c'est pas facile comme question. Je pense que peut-être, c'est vraiment, ouais, les codes, même si en fait, on a l'impression qu'on n'est pas si différents que ça, parce que c'est quand même culture européenne, pays développé, c'est pas un choc des cultures comme, les gens qui peuvent partir vivre au Japon, par exemple, ou en Asie. Mais il y a quand même des codes vachement différents de la France. Par exemple, un des trucs, je trouve encore, qui est dur à maîtriser, mais sur lequel j'ai fait quand même d'énormes progrès, c'est le fait que nous, en France, on est quand même assez cash dans notre façon de parler, on va être assez direct, on tourne pas autour du pot. Alors que les Anglais, c'est un cliché, mais c'est très vrai, ils enrobent les choses. Et donc alors qu'en Angleterre, c'est quoi? C'est la technique du sandwich? Ouais, ils te mettre, mais même pas parce qu'ils te mettent même pas ça entre 2 compliments, c'est vraiment juste, ils vont te dire quelque chose, mais tu sais pas exactement si c'est positif ou négatif. Ils veulent pas te heurter, ce qui peut être bien parce que je trouve que les relations, humaines au quotidien sont beaucoup moins conflictuelles qu'elles peuvent l'être en France.
mais des fois, on sait pas trop à quoi s'y tenir. Faut vraiment apprendre à décoder ça. Il va y avoir des formules de politesse, on se dit, ça veut clairement dire qu'en fait, ils ont pas trop aimé, mais veulent pas tu peux pas dire à quelqu'un, it's rubbish, quoi. Donc Ils sont quoi? Ils sont très proper. non, c'est toujours bien enrobé, quoi. Ce qui peut être agréable, mais si on sait pas ce que ça veut dire, parce qu'on a l'expérience de savoir, ce qui est caché derrière ça, bah, il peut y avoir des malentendus, quoi. Pas dans le business même, tu peux avoir, enfin je sais pas, je vois, quand, je travaillais dans le business développement, par exemple, où en gros, bah, un non au moins ça te permet, d'avancer. Si on t'a dit non, bah, OK, on passe à autre chose. Mais si justement on n'est pas cash à te dire, non, en fait, tu continues un peu à essayer d'entretenir cette lead. Enfin je sais pas, tu des trucs comme ça qui te sont arrivés justement? J'ai pas d'exemple concret là qui me viennent en tête, mais c'est vraiment des choses au quotidien, qui peuvent, maintenant, c'est vraiment un truc que j'ai complètement décodé, mais je trouve qu'au début, et le fait de comprendre ce que les Anglais veulent dire parfois et le fait, nous, de devoir arrondir les angles parce que des fois, pourtant moi je me trouve, je suis pas ca enfin, je peux être directe, mais j'ai rencontré des Français qui étaient quand même beaucoup plus cash que moi. Mais même là, je me souviens même des fois, John me dit, pas me reprendre dans le sens mauvais du terme, mais il me dirait, «Attention, la façon dont tu l'as formulé, ouais, ça pourrait être peut-être mal pris», parce qu'il sait que la façon dont c'est formulé, ça va être une version française d'une expression ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça, quoi. Mais si la Ouais, personne n'a ouais, pas le contexte, ça peut être mal interprété, donc ouais, faut se méfier de ça. Mais c'est vrai que c'est un ouais. art de maîtriser ça. C'est quelque chose d'assez, C'est un difficile peu et un truc qui d'équilibriste, hein? ouais et qui s'apprend avec le temps et puis on Ouais. apprend aussi les tournures de phrases, qui reviennent, ces choses-là, quoi. Mais c'est vraiment ça Alors qui donne-nous m'a 2-3 conseils alors justement, un truc un peu concret pour des gens qui arrivent, en Angleterre ou qui vont s'y installer. Est-ce que tu as quelques petits conseils justement pour, alors mon meilleur conseil, moi, quand j'écris en anglais, que ce soit, au travail ou que ce soit pour de l'administratif ou quoi que ce soit, j'écris mon texte en anglais, avec mon anglais parlé, mais après je le passe dans ChatGPT et ma prompt c'est, «Make it friendlier» et c'est un truc de malade. Ça fait des mails de Ah! dingue Ouais, et ça, c'est c'est hyper vrai? bien. Ouais, parce que ça permet d'être D'accord. facile et ça permet après moi je conseille de vraiment regarder, j'utilise toujours, «Make it friendlier» et «List modification» pour que je vois comment il a reformulé et moi, en même temps, je l'apprends. Parce qu'après, du coup, je peux utiliser ces choses-là à l'oral. Mais, et pourtant, mon niveau écrit est bon, hein. Et maintenant, j'ai quand même appris à arrondir les angles et tout ça. Mais des fois, il me sort des trucs, je me dis, oh là là, ouais, ça claque. Et ça permet encore de s'améliorer là-dessus. Donc, je pense que depuis qu'il y a ChatGPT, ouais, j'utilise beaucoup pour ça, ouais. Eh ben, écoute, un bon conseil. Merci beaucoup. Donc, tu es arrivée en 2009, quasiment 10 ans après, il y a le Brexit qui fait son entrée. Est-ce que tu te souviens de cette période? Ouais, ouais, énormément, hein. C'était Tu stress. étais déjà à Bristol ou non? Non, on était encore à C'était Londres. C'était juste un peu avant, qu'on soit à Londres. En fait, j'ai l'impression aussi j'ai même plus les dates en tête du Brexit, mais j'ai l'impression que ça s'est tellement étendu parce qu'entre le moment du référendum, le moment où, ça devenait plus officiel, après il y a eu beaucoup de manifestations pour demander un deuxième vote donc et il y avait un moment, potentiellement, d ça sous-entendait que ça pourrait peut-être avoir lieu un deuxième vote donc pendant longtemps, on était vraiment dans cette expectative, mais je me souviens très bien du jour, du référendum et quand les résultats sont tombés, on avait regardé les résultats, les dépouillements la veille et jusque-là, c'était donc, ça votait, Remain, donc rester en faisant dans partie l'Union de l'Union européenne? européenne et c'est hyper long les dépouillements, donc on était allés se coucher. Je pense un peu comme, probablement toi, quand vous suivez les élections, récemment, les dépouillements et on s'est réveillé le lendemain et donc en allumant mon téléphone, je vois la notification de la BBC News, donc je regarde, confiante et là, je vois que c'est Liv et j'étais mais je me souviens vraiment je me vois vraiment le pop-up, de la BBC News avec le logo rouge et de me dire: «Qu'est-ce que» mais j'en revenais pas. Je me suis toujours réveillée la première et j'ai réveillé John parce que c'était un truc d'une ampleur trop immense pour, pas pouvoir débriefer avec quelqu'un, de suite, quoi et c'était hyper bizarre, cette ambiance dans les jours, qui suivaient parce qu'après voilà, il fallait que j'aille au travail et tout ça. Mais
J'avais jamais senti ça et surtout à Londres qui est vraiment une ville cosmopolite, Ce que j'allais dire, à Londres, ça devait être un sentiment un peu décalé, du coup, j'imagine, par ouais rapport au et référendum. pourtant c'est la seule fois je pense que moi j'ai vu, des comportements racistes, les gens en fait, les gens qui avaient voté, Leave, donc pour sortir de l'Union européenne, à ce moment-là et ça n'a pas duré trop longtemps. Moi, j'ai pas vu ça trop longtemps, mais les jours qui ont suivi, les gens avaient pris confiance et si, par exemple, je sais que, une de mes collègues avait parlé, français en dehors du bureau, elle m'a dit il y a quelqu'un qui est passé et qui a dit, «We speak English here». Il y avait vraiment les gens s'autorisaient à faire des commentaires à haute voix en se disant: «Bah, notre opinion, il a été validé puisqu'il y a un référendum qui vient de passer et que» alors que voilà, tout le monde n'a pas voté pour la question de l'immigration, mais clairement, c'est quelque chose qui avait pesé lourd dans la balance et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment vu ça parce que, ouais, c'est un melting pot à Londres et c'est d'ailleurs une des grandes richesses de Londres, c'est qu'il y a des gens de partout, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, et c'est magnifique et du coup, de ressentir ça, c'était hyper triste, ouais. Ah ouais, tu m'étonnes, d'accord. Et à ce moment-là, comment est-ce que tu es protégée en tant qu'Européenne qui vit déjà, en Angleterre, en fait? Parce que j'imagine qu'il y a cette question-là aussi, en fait, c'est que qu'est-ce qui va advenir de ton statut? Comment Ouais, ça se j'étais passe? pas trop inquiète de ça parce que je ne sais pas si c'était déjà annoncé à l'époque. J'imagine que oui, parce que ça devait être une crainte et il y a énormément d'Européens, hem, installés au Royaume-Uni et qui d'ailleurs, sans eux, c'est impossible de faire tourner l'économie. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes depuis parce que, par exemple, beaucoup d'infirmières sont retournées dans leur pays d'origine et on manque cruellement d'infirmières maintenant au Royaume-Uni donc je pense que ça avait déjà été annoncé, mais on savait que les gens qui étaient là, les Européens qui étaient installés en Europe au Royaume-Uni, pardon, depuis un moment, leurs droits allaient être sécurisés et on aurait droit à un statut pour protéger ça. C'est ce qui s'appelle le settled status et c'est ce que moi j'ai et qui me permet de rester. C'est la même chose que j'avais une résidence permanente, j'avais un papier de résidence permanente que n'était pas obligatoire puisque il y avait la libre circulation des personnes. Moi, j'avais postulé pour le kiff d'avoir le papier le prouvant, quoi. Mais du coup, depuis maintenant, on a, ce fameux statut, qui maintenant, je ne sais pas exactement pour les nouveaux arrivants, je sais qu'il faut, un visa, donc c'est encore différent maintenant, mais pour ceux qui étaient là pré-Brexit, il y avait effectivement, ça en place pour s'assurer que les Européens et leurs, familles puissent rester, après le jour J. D'accord. Et alors, ça date de quel moment ton initiative, Europeans at Heart, le PINS? Oui, le pins, ouais, alors j'ai fait bah, ça doit dater. Ce pins, on l'a dessiné, pendant notre lune de miel. Ah ouais, avec, John? Ouais, en bas du mont Vésuve, on attendait un truc et on était posé à une espèce de guinguette et je sais pas, on a commencé à parler Brexit, pendant notre, lune de miel. On s'est fait un kiff, j'ai Ouais. l'impression et on gribouillait. On avait fait différents gribouillis. On avait un, avec, Britannia qui est l'équivalent de notre Marianne, en Angleterre. Donc on OK. réfléchissait à des croquis à qu'est-ce qui pourrait représenter un truc, qui représente la France et l'Europe et puis il y Ouais. avait j'ai commencé à dessiner ce cœur avec la moitié d'un drapeau européen et la moitié d'un drapeau britannique et puis je sais pas, ce truc est resté et je me suis dit: «Tiens, je vais en faire». On était vraiment tous les 2 tellement heurtés de ce Brexit, je pense parce que déjà ça représente pas nos valeurs profondes et puis en tant que couple, binational, c'était vraiment triste pour nous de voir que c'était la fin d'une ère, quoi et puis Ouais. ça pouvait dire que si jamais on en voulait rentrer en France, peut-être que ça aurait pu compliquer les choses, même si c'était pas un Ah oui, projet d'accord. et je me suis dit: «Ah, ce serait cool de faire ça en pins et après, que les gens qui se pensent comme nous puissent le porter comme ça jusqu'à Brexit et ben les gens peuvent quand même montrer qu'ils sont pas d'accord». Et donc j'ai lancé un D'accord. Kickstarter pour voir si des gens seraient OK pour acheter un pins et lancer une production, quoi. Ouais. C'était vraiment comme un hobby et puis j'ai pas mal de gens qui ont soutenu ça donc Trop ouais, ce bien. pins est devenu réalité et puis justement pendant ces manifestations-là pour pour un potentiel deuxième référendum auquel on a participé souvent avec John et des amis, il y a pas mal de gens qui les portaient et c'était hyper touchant, quoi. J'ai eu plein de gens qui Génial. m'ont acheté des pins et qui m'ont fait des gros hugs pour me dire que voilà, ils voulaient pas qu'on parte, nous les Européens, que c'était une «majorité» entre guillemets, mais que c'est pas une Ouais. majorité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour ce que pour le
protéger entre Oui, oui, guillemets le oui, système de bien sûr. santé qui, au final, était un mensonge de la tête d'un éléphant. Mais c'est une Comment autre. ça? Le système de santé? Ah, Alors, le j'ai pas suivi système ça. de santé en Angleterre, qui s'appelle du coup la NHS, c'est l'équivalent de notre Ouais, sécurité sociale, qui est une grande fierté ici pour les Britanniques. d'accord. Hem, En gros, pour te la faire courte, ils ont le système les politiciens, en place à l'époque, donc c'était Boris Johnson, a fait placarder sur un bus, je ne sais plus les chiffres, mais en gros que chaque semaine, tel montant, hem était, tel montant était pris par l'Union européenne qui du coup n'était pas, utilisé pour la NHS. En gros, le slogan c'était, «Si on sort de l'Union européenne, voilà tout l'argent qui pourrait être réinjecté dans la D'accord. NHS» et qui Et c'était permettrait, vrai? ah non, c'était C'était des vrais complètement chiffres? C'était de la désinformation? depuis les informations ont complètement été démontées, sauf que voilà, une fois que ça a commencé à se Bien sûr. enfin, je pense que maintenant on sait Une fois l'impact que tu qu'ont plantes la les graine. ouais, on Mmh. sait l'impact qu'ont les fake news, et du coup ça a été prouvé maintenant que c'est un des arguments qui a le pesé le plus lourd dans, bah, justement dans ce vote pour Ah waouh! sortir de l'Union européenne. Du coup, on arrive, donc, à ce Brexit juste avant la pandémie. Tu es, donc, enceinte jusqu'aux yeux, comme tu disais, jusqu'aux dents. Et donc vous choisissez, Bristol. Comment est-ce que vous choisissez, cette ville? Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Je sais pas si tout le monde, la situe déjà? Bah, alors c'est une ville sur la côte ouest, de l'Angleterre. C'est très, très beau, c'est très coloré. Nous, on vit dans un quartier où toutes les rues, toutes les maisons dans les rues ont des couleurs différentes. Donc, moi, ma maison est bleue, mes voisins ont une maison, violette. À côté, c'est vert fluo. Moi, j'adore. Je trouve ça hyper, Comme tu vois sur les cartes postales? exactement, c'est vraiment la carte postale. C'est très créatif, Bristol. Il y a énormément de métiers, créatifs. Je pense que c'est un peu ça aussi qui m'a donné envie de me reconnecter avec cette partie, de mon identité parce que ça brasse vraiment de créativité dans la ville. C'est aussi très, ah bah, pour finir sur la créativité, c'est par exemple le berceau du studio Aardman. Aardman, c'est le studio qui fait, Wallace et Gromit, le film d'animation en stop motion. Donc au sein de la ville, il y a un grand bâtiment qui est le studio, et voilà, Bristol est connu au sein de l'Angleterre pour être une ville un peu quirky, quoi, où il y a beaucoup de choses assez farfelues, assez, créatives. Donc c'est une fierté vraiment au niveau local, et moi, c'était un des aspects qui m'avait beaucoup intéressée. Il y a beaucoup aussi d'art de rue. Il y a un grand festival d'art de rue. C'est de là qu'est originaire Banksy, qui est un artiste, Ah ouais, d'accord. un street artist très L'artiste le connu. moins connu, le Le plus moins connu. connu, le plus connu, exactement. Il est originaire de Bristol. Et on est aussi pas très loin de la mer. On est à une demi-heure de la mer, qui était un atout aussi pour nous. Et la ville est traversée par la rivière Avon, donc on a des berges qui sont magnifiques. Moi, je trouve que c'est le parfait compromis entre une ville d'une taille plus modeste mais où voilà, il se passe énormément de choses et il y a toujours ça bouge à fond et il y a vraiment un brassage aussi des cultures. C'est une ville extrêmement libérale. Donc c'était aussi, si on regarde la carte, justement des régions d'Angleterre qui ont voté pour ou contre Brexit, il y a des gros pôles. Il y a quand même Londres qui a vraiment voté pour pas sortir, Bristol. C'est souvent les grandes villes, mais Bristol a vraiment été aussi, un de ses points centrales et c'est vrai que C'était important pour vous, d'avoir, une ville dans laquelle vous vous retrouviez justement? ouais, on est vraiment profondément on a tous les 2 grandi dans des petits villages, mais on est vraiment profondément des citadins maintenant. Mais on n'avait pas forcément envie de rester dans une mégalopole en étant parents. Mais ça, c'est vraiment du coup le parfait compromis pour nous. D'accord. C'est grand comment Bristol? Oh, je saurais pas dire. Je suis nulle, nulle, nulle sur quand les gens me disent, la population ou la superficie, je ne sais jamais ce genre de truc. Je sais pas du tout. Attends, je regarde. Regarde. Tu vas m'en apprendre parce que c'est sûr que je sais pas. Si je te donne un truc au hasard, je pense que je vais être complètement dans les choux. C'est la ville la plus large du sud-ouest de l'Angleterre, avec une population de 480 000 Ah bah, habitants tu vois, en j'allais dire 2022. 300 000 comme ça, je sais pas pourquoi, mais Donc c'est plus grand que Brest, là d'où moi je viens, où il y a 300 000 habitants. pour le comparatif. D'accord. Et d'accord, effectivement, c'est un hub, d'art et de culture. OK. Et bah, super!
Super intéressant tout ça. Du coup, en fait, c'est marrant parce que c'est comme un nouveau chapitre aussi, en fait, où tu découvres ta parentalité, ta maternité, où tu te réinventes professionnellement. Vous vous réinventez en tant que famille, loin d'une grande ville, enfin loin, à l'échelle de l'Angleterre. Comment est-ce que tu appréhendes justement, voilà, ce nouveau chapitre? Comment est-ce que ça se passe pour toi, pour vous? Ouais, bah, je pense que c'est tout est un peu lié, en fait. Je pense que j'étais dans une «routine» entre guillemets «confortable» à Londres où j'avais un boulot stable, des amis de longue date, mon chéri, mon appart, je gagnais bien ma vie, je pouvais faire des voyages. Il y avait pas vraiment à se questionner non plus, hein. J'adorais vraiment ma vie à Londres, c'est vraiment, la grossesse qui a un peu remis ça en question, alors sachant qu'on D'accord. avait Tu quand penses même, que si tu étais pas tombée enceinte, vous seriez, restées, plus longtemps à Londres? À Londres, oui, mais c'est vrai qu'on avait quand même Bristol, dans le collimateur depuis de nombreuses années, on avait un D'accord, couple c'était quand même d'amis, un coup de cœur? ouais, ouais. Il y avait des amis à Londres des amis de John qui habitaient ici on était venus pour leur mariage et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour la ville, ce qui m'était pas trop arrivé. C'est vrai qu'à l'époque où j'étais en France, en fin de diplôme, je m'étais dit, «Si je reste pas à Nancy» parce que voilà, j'avais quand même un peu envie de voir d'autres horizons. J'avais jamais eu de coup de cœur en France où je me disais: «Je me verrais bien ici ou là». Alors que quand j'avais passé les concours d'école de commerce, j'avais fait un peu un tour de France et j'avais jamais eu ce ressenti-là, alors qu'à Bristol, j'ai vraiment ce truc direct de me Tu as dire connecté avec la ouais, ville, ouais, quoi? vraiment. Donc on l'avait toujours et on avait un peu parlé avec John, il aimait bien aussi. Donc on avait un peu toujours, pas sur le ton de la blague, mais en se disant: «Tiens, si j'ai un jour on peut plus se permettre Londres, pourrait être cool Bristol», Ce serait un bon backup, quoi. ouais, donc on avait un peu ça. On y est toujours venu une fois par an. Et puis on a laissé un peu l'idée germer, quoi. Mais c'est vrai que je pense que le fait d'être parent était un déclencheur, parce que, par exemple, on avait essayé de regarder des maisons à Bristol, on essayait d'acheter aussi et à Londres, c'est très compliqué. En tout cas, on pouvait pas se le permettre clairement dans le proche centre. Après, enfin, tous les amis qu'on a sont sortis vraiment, de la banlieue, ils sont dans la banlieue de Londres pour pouvoir acheter et nous, c'est vrai que de se dire on faisait déjà, facile 1 heure et demie de commute par jour et on se disait: «Mais si tu vas au bureau et qu'on t'appelle pour le petit et qu'il faut revenir en arrière, ça va être logistiquement très compliqué» et on se voyait pas, on n'aimait pas Londres au point de faire ce sacrifice, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, on avait commencé à du coup, on s'est dit: «Regardons à Bristol les prix» et on se disait: «Ça pourrait être possible» et on a visité une maison qui est d'ailleurs une maison de rêve, hein, que nous devant laquelle je passe régulièrement, qui était dans nos prix, qui était parfaite et en fait, au moment de mettre l'offre, j'ai dit à John, «Je peux pas quoi, j'ai trop peur qu'on lâche toute notre vie». J'étais pas enceinte à l'époque, hein. On essayait, mais je disais: «Si on n'arrive pas à avoir un bébé» parce que voilà, je savais que j'avais potentiellement des problèmes à ce niveau-là. Donc je disais: Si on lâche tout pour cette maison où il y aura une chambre vide, je crois que je peux pas, quoi». Donc on a décidé de laisser ça de côté et en fait, je me suis retrouvée enceinte le mois d'après donc c'était c'était la loose mais Ah, vaut mieux que ça se non, passe non, dans mais ce très sens-là bien, qu'à j'étais ouais, l'inverse, ouais, hein. ravie de que ça se passe comme ça. Mais donc du coup, je pense que l'idée était bien implantée et voilà, dès qu'on a fait la première échographie, on s'est dit: «Allez, let's go» et puis on avait aussi beaucoup d'amis qui avaient quitté, Londres parce que voilà, des amis de France qui rentraient en France parce que voilà, ils avaient envie de faire leur vie là-bas, ou qui avaient épousé ma meilleure amie par exemple est mariée à un Irlandais, donc elle est partie en Irlande, pour qu'ils fassent leur vie là-bas. Nos amis anglais ou on avait beaucoup d'amis américains aussi à Londres, commençaient à acheter des maisons, mais du coup, ils sortaient de Londres, donc pour les voir, c'était minimum, 2 heures aller-retour. Donc en fait et puis les gens commençaient à avoir des bébés, donc en fait, on voyait plus les gens autant que ça et en C'était fait un nouveau chapitre, vraiment, en ouais, fait, ouais, de c'était votre vie vraiment, sociale aussi, de ouais. milieu de trentaine où tout le monde, bah, commence à créer sa vie de famille, et en fait, on se disait, on paye quand même un loyer incroyable pour pas, en fait, profiter des avantages de Londres tant que ça, parce qu'on est quand même assez casanier, je vais dire. Donc ça s'est fait naturellement, quoi. Mais donc une fois que je me suis retrouvée enceinte, on a mis la machine en route, très vite, ouais. Et donc comme tu disais, tout s'enchaîne, un peu, au même moment. Faut pas être pris de vertige, Ouais. chez toi. Déménagement, grossesse, maternité, parentalité et the Frenchglish girl. J'arrive pas trop à Ouais, le c'est dire. pas facile à dire. Frenchglish? Non, Ah, Franglish, c'est pas Franglish. Frenchglish. Non, Parce que Franglish. sinon ouais, bah oui, je suis Frenchglish, ouais, bête. ce sera encore plus dur. Non, c'est Ouais, là, je Franglish. galère. Comment est-ce qu'elle est venue l'idée? Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, le projet, de quoi il s'agit? Parce que je ne sais pas si, tout le monde, connaît?
Ouais, alors, comme j'expliquais tout à l'heure, The Franglish Girl, c'est une newsletter pour les Français qui sont installés au Royaume-Uni et à l'étranger, où je partage ce que j'ai appris en expatriation. C'est un peu le résultat de donc c'est assez récent, hein, mais c'est un peu le résultat, je pense, de ces 5 dernières années où du coup, j'ai déménagé à Bristol. Je me suis retrouvée plus loin de cette communauté française qui, en fait, je pense, aidait beaucoup à Londres et que j'avais complètement sous-estimé. Le fait d'être devenue maman, d'être passée par la pandémie. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de remises en question, de mon côté, au point où, en fait, il y a 2 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai fait l'expérience de la dépression, qui est un truc que j'avais pas vécu avant. J'avais déjà eu des coups de blues, hein, comme tout le monde, mais là, c'était vraiment là, ouais, il y a 2 ans, jour Comment pour est-ce que jour, tu t'en es rendu compte? ah bah, ouais, vraiment, plus l'envie de rien, pour remettre dans le contexte, du coup, à ce moment-là, ma fille a 1 an et demi, donc j'ai repris pardon, 2 ans et demi, 2 ans. Donc moi, j'ai repris le travail il y a 1 an. Je travaille comme freelance, je pense que ça a été l'accumulation de beaucoup de choses. Le fait que, voilà, je me suis retrouvée plus isolée en partant de Londres et que du coup, bah, comme il y a eu la pandémie, il y avait des occasions limitées de faire des connaissances. Une pandémie où du coup, je me suis retrouvée dans cet appart, où du coup mon mari était aussi à essayer de travailler. On avait qu'1 chambre, moi avec un bébé en bas âge qui essaye d'occuper mes journées, mais il y a pas de club ouvert, il y a il y a rien à faire quoi. C'est très long une journée de jeune maman quand, c'est la pandémie ça n'a pas été complètement horrible, mais c'était dur qu'il y ait pas, qu'il y ait j'aurais adoré aller au baby cinéma ou tous ces clubs dont j'entends parler, quoi. Je m'étais vraiment, prévisualisé mon congé maternité, complètement différemment. On a eu des soucis de santé, pas liés au Covid, mais qui ont aussi pendant ce moment-là. On a acheté une maison où on s'est retrouvé avec des gros problèmes de voisinage. Parce que d'un côté, notre voisin faisait une extension, donc il faisait de la perceuse toute la journée. Donc en hiver, où tu es enfermé avec un bébé à la maison et ça drill, drill, drill toute la journée, et toi, tu peux aller nulle part parce qu'il y a pas de club, il y a pas de truc ouvert. De l'autre côté, des fêtards qui, eux, font mettre du dubstep, de 11 heures du soir à 6 heures du matin. En fait, je pense qu'on était dans un état d'épuisement psychologique et physique, sans nom. Et puis la goutte d'eau, je pense qui fait déborder le vase, c'est qu'à ce moment-là, lié à Covid, la crèche est plus fiable parce que dès qu'un enfant tousse, en fait, il est obligé d'être envoyé chez lui. Donc du coup, il Ouais, demande c'était pareil. aux parents de les garder et puis ils sont tout le temps en manque de staff parce que dès qu'un staff est malade, bah, du coup, ils sont en sous-effectif. Ils peuvent pas, avoir les ratios légaux pour avoir, un adulte pour, je crois 3 ou 5 enfants. Donc en fait, moi, à ce moment-là, j'ai un peu envie de changer de boulot. J'aimerais reprendre un boulot, physique où je suis dans un bureau avec des Anglais pour pouvoir me sentir vraiment à Bristol, me faire des amis anglais, faire des rencontres et je suis bloquée, en fait, parce que, bah, la crèche, nous plante en permanence et du coup, je pense que je suis fatiguée. Surtout que, voilà, je me suis fait assez vite jeune maman, mais sans aide parce que mes parents ont pas pu venir, on a eu de la chance, ils ont pu quand même un peu venir pendant la pandémie, mais ni mes beaux-parents, ni mes parents n'ont pu nous aider. Donc c'est vrai que je pense qu'à des moments, ça aurait été chouette de pouvoir un peu, lâcher du lest, quoi. Donc je pense que c'était une accumulation, de plein de choses, quoi. Et la crèche, la crèche, du coup, ils nous ont annoncé ça juste avant Noël, et c'était la goutte d'eau, qui a fait déborder le vase, je crois, à la rentrée. Je pense qu'à Noël, ça allait parce que j'étais encore, dans le déni, quoi, et au retour, quand, il a fallu se confronter au quotidien avec toutes ces choses, ouais, retourner dedans parce qu'on était allés, on n'était pas rentrés en France. Qu'est-ce qu'on a Je sais plus, mais vraiment la rentrée a été difficile et l'élément qui m'a fait prendre conscience, c'est que c'est mon mari, en fait, en fait, un jour, je crois qu'il montait dans le bureau, demander, chercher un truc dans notre chambre et il m'a vu avec Amélie dans la salle de bain en redescendant et il me dit: «Ah, ça va les filles?» Et là, bah, je sais pas, les larmes qui sont montées aux yeux alors que c'est vraiment la question banale et je pense que c'était juste, bah, non, ça va pas, mais en fait, je pense que je gardais la face et en fait, bah, là, c'est sorti, quoi et de là, j'ai vraiment eu du mal, en fait, à le faire re-rentrer, quoi, Je me souviens que dès qu'il me posait une question, même bateau, je tombais en larmes et je disais: «Je sais pas, je j'ai»
j'ai envie de rien, je m'en veux, je disais: «On a de la chance, on est en bonne santé, notre bébé est en bonne santé, on a des boulots, on a un toit sur la tête». Enfin, je fais: «Pourquoi je suis comme ça? Je me sens comme ça, quoi». Mais c'est vrai que c'était, ouais, le f le fond du fond, quoi, donc c'est bien de voir que mais heureusement, Bah, c'est j'ai bien que tu aies pu l'affirmer et qu'ils s'en rendent compte, que tu ouais, t'enfermes pas, parce que heureusement, c'est ouais. aussi le danger de se cacher, en fait, dans ce mal-être. Comment est-ce que tu t'es fait aider? Comment est-ce que tu es sortie de ce moment-là? Bah, c'est vraiment lui qui m'a dit: «Je pense que, en voyant», il me dit: «C'est pas un coup de blues, ça fait plusieurs semaines que tu es comme ça», et il me dit: «Et je pense que, en listant un peu tout ce que je viens de te dire», il disait: «On a fait quand même, ces 2 dernières années, ça fait beaucoup, je pense que c'est légitime que tu te sentes un peu perdu, et que physiquement tu sois fatigué». Il m'a dit: «Je pense que ça te ferait du bien de voir quelqu'un». Hem, Ce qui pour moi pourtant était pas tabou, parce que je connais quand même pas mal de gens qui voient un thérapeute ou un psychologue, mais j'avais un peu un blocage vraiment de comme j'avais jamais fait, je me disais: «Non, non, mais ça va passer, attendons encore, 2 semaines, attendons encore un mois». Et puis, il y a ma meilleure amie qui a rajouté à ça, elle voyait que pareil quand elle m'appelait, je tombais en larmes et elle me disait: «Tu es l'ombre de toi-même, ouais, je crois que John a raison, tu devrais voir quelqu'un. De toute façon, ça mange pas de pain, ça vaut le coup de Bien, tu peux tester». essayer, tu signes pas pour la vie, tu peux Non, non, tenter, c'est juste que c'est vrai que ça peut être cher et qu'on faisait quand même, assez attention. Au final, on a réussi à le faire par l'assurance, maladie de mon mari. En fait, on l'utilisait pas, ce qui était absolument bête, et donc j'ai pu passer par ça. Donc j'ai vu quelqu'un pendant, 2 mois et demi, je pense. Il y a eu un mélange, je pense pour sortir, du fond, quoi. Je pense que ça a pris en gros 4 mois, et en fait, ça a été un mix de cette thérapeute qui était top et qui était aussi, un peu, qui était vraiment spécialisée dans les changements de carrière. Alors je n'ai pas changé vraiment de carrière à ce moment-là, mais je pense qu'elle m'a un peu redonné la confiance de me dire, c'est possible. «Ouais, ouais, tu Tu peux, peux te il y réinventer. a tout ça, mais il y a tous les problèmes que tu vois, mais tu peux vraiment». Surtout que j'avais bossé pendant très longtemps dans la même boîte, donc je me disais: «Est-ce qu'ailleurs, on va vouloir de moi, on va me trouver bien, quoi?» Donc je pense que j'avais vraiment perdu beaucoup confiance en moi. Et puis il y a aussi un livre qui m'a complètement mis un coup de pied aux fesses, que John a trouvé pour moi. Il faisait des recherches sur, des livres qui pouvaient permettre, un peu de faire un changement de carrière ou qu'un changement de vie. Ça s'appelle, très modestement, «Designing Your Life» par, Bill Burnett et Dave Evans. C'est des Américains d'ailleurs, c'est deux professeurs à, je sais pas, c'est pas le MIT, je sais plus quelle université, peut-être Stanford, je sais plus. Mais en gros, c'est des profs de design, donc design de produits, hein, rien à voir, mais qui en fait ont créé tout un cours en fait, sur le fait que, designer sa vie, ça peut, suivre les mêmes principes que designer un produit. C'est très difficile à expliquer comme ça en résumé, mais en gros, c'est vraiment un livre qui pousse à la proactivité, vraiment ils disent: «Quelque chose ne va pas, et ben voilà tout ce que vous pouvez tenter sur tel truc», et ça donne plein de façons de trouver des solutions pour sortir un peu du marasme, vraiment en étant proactif, quoi. Qui pourtant, je suis quelqu'un d'assez proactif, mais je pense que j'avais besoin presque de le remettre à plat et de me dire: «Mais oui, bien sûr que j'ai des clés en main. Je suis pas victime de tout ça, je peux sortir de ça», mais je pouvais plus le voir à l'époque. Donc ce livre m'a énormément aidée. Mais je pense que c'était la combinaison de ça et d'aussi de voir quelqu'un à l'époque, quoi. Et donc maintenant, je suis de nouveau moi-même, mais mais clairement, ça a pas été une période très drôle, et je pense que ce qui a énormément aidé et qui a été un peu la graine qui a fait germer, The Franglish Girl, c'est qu'aussi je me suis fait des amies françaises à l'époque parce que, en lisant ce livre, je me suis dit: «OK, un des trucs, c'est qu'il faut vraiment, heu, voir du monde, ne pas rester enfermé», et c'est hyper dur quand on est un peu au fond d'un gouffre, de voir des gens, juste on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de s'exposer, on n'a pas envie de se sentir vulnérable. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit: «Bah non, il faut que je sorte de ma zone de confort, il y a que comme ça, que je vais pouvoir avancer», bah, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout la seule, dans ce cas, qu'on est beaucoup à souffrir de ça, et qu'on a un masque en société parce que voilà, c'est la bienséance, et puis parce qu'on n'a pas envie d'étaler nos problèmes devant les autres, surtout si on est dans un environnement où on est là pour se relaxer, pour discuter au resto, mais on va pas parler de sujets forcément,
profond. Et j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs filles qui sont maintenant des amies très proches, qui elles aussi ont fait de la thérapie et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que on est toutes les mêmes. C'est hyper dur d'être maman, d'être femme, d'être une fille. En fait, on a tellement de casquettes et on a tellement de choses à faire que c'est vraiment dur, quoi. Et en fait, juste ça, de savoir que j'étais pas seule, je le savais, mais que quelqu'un le verbalise en face de moi et avec des mots et des anecdotes précises, ça a été un effet bœuf, quoi. Je me suis ah ouais, ouais, vraiment, j'ai vraiment senti en l'espace de quelques semaines, vraiment un changement radical pour moi parce qu'en fait, je me suis et en plus de voir quelqu'un qui, eux, était de l'autre côté et était vraiment dans cette démarche proactive vers laquelle j'essayais d'aller, je me suis dit ouais, c'était vraiment la preuve par l'exemple, quoi. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a après, donné envie de faire de Franglish Girl, c'est d'avoir donc c'est une newsletter pour les Français au Royaume-Uni et à l'étranger, mais vraiment, disons que je fais vraiment de l'écriture à cœur ouvert. Des fois, je parle de Ouais, sujets, ce que j'allais dire, tu réponds aussi en fait à tes questions et à des choses que tu es très brute, tu es très authentique là-dedans, quoi. ouais, parce que c'est pas forcément toujours facile pour moi de le faire parce que voilà, je veux pas non plus, complètement tout dévoiler de ma vie, mais je pense vraiment qu'il y a un service d'utilité publique à dire ça au plus gros nombre parce qu'on n'a pas toujours accès, bah, à des personnes avec qui on peut être proche. Et puis parce que des gens qui sont dans les régions reculées, en Angleterre, certaines de mes lectrices me disent: «Moi, dans mon coin, il y a pas du tout de français» ou alors j'en ai vu 2, 1 ou 2, mais il y a pas d'atome crochu et en fait, leurs conjoints anglais, bah, ils comprennent pas ces problématiques-là, et on a besoin d'un endroit où on peut soit échanger si on le souhaite ou soit juste savoir qu'on n'est pas seul. Je reçois beaucoup de messages qui sont des messages privés où les gens me disent: «Ça m'a fait tellement bien de tellement de» alors le mot qui revient tout le temps, c'est réconfort et ça, c'est vraiment un truc depuis et c'est vraiment quand la première personne qui m'a écrit ça, je me suis dit: «Oh, c'est exactement ça». En fait, moi, je l'avais pas formulé, mais je me Que suis dit je veux donner, quoi. ouais, parce que Ouais. c'est ça que ces amis m'ont donné, où je me suis dit: «Il me fallait juste ça pour, être réconfortée et pouvoir à passer à l'étape suivante». Donc c'est ça que j'essaye de mêler avec des conseils, pratiques et puis un peu des réflexions sur, la vie en Angleterre et la différence avec la France. C'est aussi montrer qu'il y a plein de trucs j'essaye vraiment que ce soit un peu feel good et moi j'adore la France et j'adore l'Angleterre donc je suis pas là pour descendre ni l'une ni l'autre de mes pays. Mais voilà, dire qu'il y a plein de choses, sur lesquelles je m'émerveille, mais il y a aussi l'envers du décor où, bah, voilà, quand on se marie à un natif, bah, voilà, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça représente par rapport à sa famille à soi, avec, par rapport à la relation qu'on a avec ses parents qui vieillissent et qui peuvent pas forcément voyager. Il y a plein de problématiques qui sont vraiment uniques à nous, où John ne peut pas me comprendre. Il peut comprendre, mais il va pas avoir, la Et réalité qui relate pas de l'attaque. la même Ouais, manière. ouais Ouais. et on a vraiment besoin de ça, en tout cas, moi, j'en avais besoin et je vois bien par mes lectrices que on est nombreux à en avoir besoin. Donc j'espère avec la newsletter pouvoir, un peu aider ça, avec, pour le plus grand nombre, quoi. Eh ben bravo, c'est génial, c'est une super belle initiative. Je vous le disais, en début d'épisode, je vais mettre, le lien de ton Substack, dans la description, de l'épisode si vous voulez, y jeter un œil, voire vous abonner. Hem, Avec le recul, des années, avec, tout ce qui t'est arrivé, ce serait à quel je n'arrive plus à parler, excuse-moi. Si tu pouvais donc revenir, en arrière, pas forcément pour faire quelque chose de différent, mais, je sais pas, pour donner un encouragement ou un conseil, à quel moment de ta vie est-ce que tu reviendrais et qu'est-ce que tu te susurrerais au creux de l'oreille? Alors c'est drôle parce que quand tu me poses cette question, la première image qui me vient, c'est le bus. Alors Alors, faut savoir un truc sur moi, c'est que j'adore les films sur le voyage dans le temps. J'adore les films où quelqu'un va, revenir à une époque où il était, petit et essayer de changer le passé ou pas. Mon film préféré, si vous ne l'avez pas vu, c'est About Time de Richard Curtis qui est, Ah, je l'ai pas vu. ah là là là, je l'ai regardé encore il y a quelques semaines. Je le regarde toujours en début d'année parce que c'est un film avec une morale qui est en fait un truc à se mettre en tête dès qu'on commence l'année. Je donne pas de spoiler, mais vraiment je le recommande à tout le monde. Richard Curtis, pour remettre dans le contexte, c'est le roi des comédies, romantiques anglaises. C'est lui qui a fait, Notting Hill, 4 mariages, et un enterrement, donc Love Actually, tout ça, donc c'est sûr un homme qui peut, voyager dans le temps et j'adore ça, donc et moi, quand je vois ce genre de film, je pense toujours
au bus parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes ces réflexions que j'ai eues sur cette envie de voyager, je les ai eues dans le bus. Je me souviens vraiment du bus que je prenais quand j'allais au collège, hem, heu et de me dire, ouais, de regarder les prés qui défilaient, les vaches et un peu avec mon attitude d'ado, de me dire: «Oh là là, mais putain, mais quelle batte d'être ici, vivement que je puisse, m'envoler, quoi». Alors que maintenant, voilà, quand je rentre en Lorraine, j'apprécie bien plus, la beauté de Ouais, ma bah, on est région, tous mais pareils, on est tous comme tous les pareils, ados, c'est quoi. sûr. Mais je me souviens vraiment d'avoir pensé ça et de me dire et ouais, je pense que ça semait une graine là et je me souviens exactement aussi quand j'étais, justement aux US et que je prenais le bus pour aller de Bristol, de mon campus, jusqu'à Providence, qui était La la ville la capitale du plus Rhode proche. Island? Hem, Souvent, ouais, j'étais vraiment à me dire parce qu'en plus c'était ça longeait la mer, enfin l'océan même et je me disais: «C'est dingue, que je sois là et je vais à Providence». Enfin, je vais aller au mall faire des boutiques et je trouvais ça dingue et je me disais: «Ah, c'est dingue, si je pouvais aller revoir la Mélanie du bus du collège, je lui dirais: "Tain, c'est cool, ça va se faire". Ça va le faire? Ouais. Ouais. Faut croire je sais pas si tu crois au destin, mais en tout cas Non, je crois pas croire du en le tout au futur. destin. C'est difficile parce que c'est toujours facile avec le recul de dire: «Bah oui, ça allait le faire», mais moi, je vois encore quand je pense à mes projets futurs, c'est dur de pas être anxieux et je pense là, c'est vraiment d'arriver à être dans le présent et de profiter et de pas se dire, de pas marquer des étapes en disant: «Allez, next, next». Il faut vraiment réussir à se réjouir des petites victoires et je trouve dans notre rythme un peu effréné, surtout une fois qu'on est parent, j'ai l'impression les journées filent entre le réveil, Le le dépôt centrer à sur la l'école, performance et ouais tout, et on ouais. n'a pas le temps, je trouve, on prend pas le temps de s'arrêter, de célébrer les victoires et j'essaye de faire plus ça, mais même moi, je trouve que je le fais pas assez, quoi. Donc je crois que je dirais ça à Mélanie que ça va le faire et de profiter, d'enjoy, quoi, Ouais, un profite maximum. de ce que tu as maintenant. Ouais, non, mais complètement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour terminer, pour, la suite? C'est quoi tes objectifs avec The Franglish? J'allais, redire le Frenchglish. Franglish, trop du mal. Franglish Avec The girl. Franglish Girl, excuse-moi. Eh bah, écoute, c'est vraiment de pouvoir, faire bénéficier, de ces conseils, de ce réconfort. J'ai vraiment des retours hyper positifs de mes lectrices, donc le pari que je m'étais mis pour, les débuts, c'était vraiment de voir si j'étais capable d'écrire quelque chose de bien, d'utile. J'ai l'impression que j'ai la confirmation de ça, avec mes lectrices actuelles. C'est de pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. Donc, merci d'en parler, Anne-Fleur, parce que ça permet de le faire découvrir. Le plus difficile, c'est de faire savoir aux gens que ça existe. Donc, merci à toi. Avec plaisir. Merci encore. Franglish Girl, c'est aussi un compte Instagram que vous retrouverez tagué sur les posts. Je te souhaite voilà, tout le meilleur pour la suite, aussi bien professionnellement que personnellement, à mesure que tu continues de te réinventer. Et puis, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Merci, toi aussi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Mélanie Stevenson pour ce très chouette moment qu'on a passé ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu aussi à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en donnant des petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast par exemple à l'épisode, ou encore à partager cet épisode autour de vous avec des gens que ça pourrait intéresser. Ça compte énormément pour nous, pour faire connaître notre travail, alors merci par avance. La semaine prochaine, je vous amène direction Paris, à la rencontre d'une certaine Alexandra que vous avez peut-être déjà entendue dans un environnement différent dans le podcast. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Je sais pas comment te dire, mais fermer le bar, ça n'a pas été le plus triste. Le plus triste, ça a été de quitter New York, je pense. Et c'est vrai qu'au mois de octobre, il y a un moment où je pense que c'est octobre. Je pense que c'est octobre où je n'avais pas encore repris totalement le boulot. C'était en train de se faire. Bon, il y avait le bordel administratif, je te le dis après. Hein. Et là, vraiment, New York, ça manquait énormément parce que je suis dans un petit coin de Seine-et-Marne. C'est calme. Mais c'est pas le calme qui me dérange, c'est
je sais pas. Je pense que on est toujours marié un petit peu à New York quand on y a vécu. On pourra jamais divorcer de New York, c'est pas possible. Donc New York m'a énormément manqué. Mes amis de là-bas, les Chi, cette ambiance, cette envie, ça m'a énormément manqué. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt!